Ça y est, le jour J, le jour de gloire est arrivé. Je sais pas si vous le sentez, mais c'est celui dont on nous parle depuis 2 semaines, comme si Powell allait ouvrir les Jeux Olympiques de la macroéconomie. Ce soir, la Fed va baisser les taux. Point final. On va pas refaire l'histoire, hein. L'emploi va de travers, l'inflation veut pas mourir, les chiffres macro ressemblent de plus en plus à du bricolage de chez Hornbach, plutôt qu'à de la science exacte, mais franchement, plus personne ne regarde ces détails. Ce qui compte ce soir, c'est ce que Powell va dire après. C'est là que tout va jouer, la suite du film, le scénario, le ton, la bande-annonce de 2026. Le reste, c'est du décor de théâtre, de long fumage. En attendant, les marchés, hier, ont quand même passé la journée à bâiller. Tout le monde est crevé, épuisé par les histoires des taux, les histoires de la Fed, de faucons, de colombes, de points, de dot plot. Bref, on rêve juste de retrouver un bon vieux bull market made in intelligence artificielle, celui où tout monte et où plus personne se pose de questions. Vous avouerez que c'est quand même vachement plus sympa. Mais hier, c'était surtout la grande messe de l'attente, la 3e baisse de taux consécutive, pricée à 87%, avec en coulisses un FOMC qui se chamaille comme pour un repas de famille. Les faucons veulent calmer l'inflation des services, les colombes veulent sauver une économie qui boit la tasse, et Powell, il va devoir inventer la baisse des taux au quiche, histoire de contenter les deux camps en énervant tout le monde, ou alors en contentant tout le monde. C'est selon. Aujourd'hui, les taux montent tranquillement, les rendements montent tranquillement. Le 10 ans flirte avec les 4,19, sont plus hauts depuis novembre. Un peu comme un rappel subtil que le marché ne croit jamais complètement ce qu'il raconte comme histoire. Hier, il y avait un stratégiste obligataire qui disait au-dessus de 4,25 de rendement, ça va faire du bruit. Pour l'instant, on entend le sifflement au loin, on tend l'oreille, mais on n'est pas trop préoccupé. C'est un peu comme la microdata, jusque-là, ça va. Les jobs, hier, offre d'emploi, ok, embauche en baisse, un marché du travail qui respire, mais avec une narine bouchée quand même. On fait semblant d'analyser ça sérieusement, mais tout le monde sait que ça changera rien à la décision de Powell ce soir. Nvidia est autorisé à vendre ses puces H200 en Chine, on en a parlé hier, impact sur le marché, 0. Résultat de la journée, moins 0,09% sur le S&P 500, plus 0,13% sur le Nasdaq. Le Dow Jones qui perd 0,38%, plombé par JP Morgan qui a annoncé des coûts de 2026 plus élevés que prévu. Mais des bonnes dépenses, hein, selon la banque. Le marché, lui, il a entendu juste dépenses tout court, et donc il a tiré la prise, bam, moins 5%. Voilà, en gros, c'était une journée molle, un marché en pilote automatique, et tout le monde a les yeux rivés sur sa montre en attendant 20h ce soir. Mais à 20h ce soir, promis, ça va repartir, parce que cette fois, ce sera différent. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 10 décembre, jour de la Fed, et je suis Thomas Veillet. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Hier en Europe, c'était un peu la même ambiance sous anesthésie générale. Paris qui glissait un peu avant Powell, Zurich qui faisait pareil, globalement il y avait à boire et à manger, Air France KLM se faisait démonter après qu'un actionnaire ait laissé entendre qu'il préparait sa sortie, Nexans s'écroulait sur une rumeur qui venait de Chypre avant de tenter une explication vaguement rassurante, EssilorLuxottica se faisait démonter parce que Google a décidé de sortir des lunettes connectées mieux que celles de Meta. Résultat, le CAC perdait 0,69%, le SMI perdait 0,39%, et pendant ce temps-là, en Allemagne, le DAX avançait tranquillement grâce à la pharma et à Rheinmetall, dopé encore une fois par un méga plan d'achat militaire. Bref, on meuble, on occupe l'espace, on raconte des histoires, on fait du storytelling, c'est le cas de dire, pendant que tout le monde attend l'unique personnage central et principal de la pièce, Jérôme Powell, l'homme qui peut encore décider si les marchés survivent ou alors s'évanouissent complètement à partir de 20h. Ce sera donc son show, il sera sur scène. D'ici là, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, si ce n'est prier pour qu'il reste dans son rôle de colombe et qu'il nous fasse pas une phrase malheureuse qui fait sauter 300 points au Nasdaq. Mais alors que tout le monde a les yeux collés à Bloomberg en attendant la Fed, il y a un autre rendez-vous ce soir, un truc dont personne ne parle, mais qui pourrait pourtant foutre un beau... comment on dit, un beau merdier. Alors, comme on tourne en rond en attendant Powell, autant prendre 5 minutes pour vous conter l'histoire récente d'Oracle et pourquoi la boîte à Ellison peut encore, elle aussi, faire trembler tout l'écosystème de l'IA qui gonfle le PIB américain à coups de milliards, on l'a vu hier. Il y a des moments dans le grand cirque de la finance où tout se résume à un détail ridicule. Un petit oiseau jaune qui commence à tousser au fond d'une mine. On hausse les épaules, on se dit « Ah, c'est juste un canari, il devait être vieux ».
ou alors il est fatigué, ou juste pas très sportif, et franchement, qui sait vraiment distinguer un canari de 3 ans et un canari de 12 ans? Bref, on ne s'inquiète pas, on se dit que ça va passer, sauf que parfois, c'est pas l'oiseau qui a un problème, c'est la mine tout entière. Et cette semaine, ce soir, vers 22h, ce canari fragile s'appelle Oracle. Oui, Oracle qui se retrouve soudain propulsé au rang de juge suprême de la révolution de l'intelligence artificielle. Comme si le sort de l'Eldorado technologique ou d'un gigantesque mirage financé à crédit dépendait de sa capacité à respirer 3 fois de suite sans faire un malaise. Et pourtant, l'histoire avait tout pour finir en blockbuster hollywoodien. En septembre, Oracle connaît son moment tapis rouge. OpenAI lui signe une promesse de contrat délirante à 300 milliards. Une somme tellement énorme qu'elle remet Larry Ellison tout en haut de la pyramide des très riches devant Saint Elon Musk. L'action explose de 45%, tout le monde s'enflamme, les 345 $ s'affichent fièrement, les analystes crient au nouvel hyperscaler et pendant 2 semaines, on fait semblant de croire qu'Oracle est soudain devenu plus innovant que Microsoft, plus rapide que Google, mieux que tout le monde et qu'en plus, il pourrait avoir trouvé le remède contre le cancer. Et puis, comme dans toutes les bonnes histoires de bulles Internet, une petite question vient percer le ballon, discrète, mais douloureuse quand même. On se dit, attends voir, il finance comment tout ça exactement? Et là, monstre silence dans la salle. C'est à cet instant, très exactement, qu'on a senti le marché avaler sa salive de travers. Parce qu'en ouvrant les comptes d'Oracle, on a découvert une entreprise qui dépensait comme un oligarque russe en cavale, mais qui n'a pas encore réalisé que toutes ces villas et ces yachts viennent d'être gelées par les sanctions. Leur stratégie cloud, monumentale. Le financement se fait comment? Par de la dette. Beaucoup de dette. Trop de dette. On parle d'un ratio dette-fonds propres à 462%, pendant que le reste des hyperscalers se balade tranquillement sous les 50. Le free cash flow évaporé. Le cash burning indécent. Tellement indécent que la seule solution, c'est encore plus de dettes. Forcément, dans ce genre de situation, les CDS, vous savez, ces assurances anti-faillite que seuls les traders pessimistes regardent, ils se sont mis à grimper, comme en 2009, de 60 à 128 points. À partir de là, Wall Street a commencé à chuchoter que peut-être Oracle n'était pas le moteur du fameux super cycle de l'intelligence artificielle, mais plutôt le canari du fond de la mine, celui qui commence à tourner de l'œil quand l'air devient toxique. C'est donc à ce moment très précis qu'Oracle cesse d'être Oracle. Il devient tout simplement un symbole, une espèce de proxy, un thermomètre de la fièvre de l'intelligence artificielle. Le titre qu'on short pour se couvrir contre l'idée que cette révolution financée à crédit, ces data centers XXL, ces milliards promis sur un PowerPoint, ces deals OpenAI à 1 000 milliards dont personne ne sait comment ils seront payés, pourraient commencer à craquer de partout. Ça se voit sur le chart d'Oracle. Et comme si ça ne suffisait pas, Nvidia n'a toujours pas finalisé son deal à 100 milliards avec le même OpenAI. Toujours pas signé, toujours dans le brouillard. Je sais pas si vous sentez l'odeur. On se croirait, je sais pas si vous voyez l'ambiance, on se croirait la nuit du 14 septembre 2008. Oui, parce que si on creuse un tout petit peu, ce qui est peut-être le plus savoureux ou le plus inquiétant, c'est même pas l'endettement délirant ou les 300 milliards promis par OpenAI. Non, le vrai truc, c'est que les agences de rating ont décidé de réécrire les règles du jeu pendant la partie. Normalement, quand une entreprise voit son ratio dette-EBITDA exploser, son cash flow virer au négatif et ses CDS s'envoler comme en 2009, elle se prend un bon vieux downgrade dans les dents. C'est la vie, c'est la méthode, c'est le jeu, c'est le principe de base. Mais là, surprise, S&P, l'une des 3 grandes agences de notation, a soudain eu une révélation. Oui, Oracle c'est spécial parce que c'est différent. Oracle peut aller beaucoup plus loin dans la dette, beaucoup plus loin. Et hop, on déplace la limite, on déplace le curseur. Là où normalement un downgrade menaçait à partir d'un ratio dette EBITDA de 3,5, S&P l'a gentiment décalé à 4. Juste comme ça, sans trembler. Parce que c'est l'IA, mais que l'IA, ils sont plus égaux que les autres. L'IA exige des investissements massifs, ça serait donc trop bête que des règles financières débiles, vieilles de 20 ans, viennent freiner cette magnifique construction technologique qui nous tend les bras. Autrement dit, l'entreprise ne s'adapte pas aux règles, c'est pas grave, les règles s'adaptent à l'entreprise. Alors vous, je sais pas, mais moi, ça me rappelle un truc. Peut-être que je suis là depuis trop longtemps, mais ça me rappelle un truc, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Ah oui, mais oui, bien sûr. C'était en 2006-2007, quand les agences de notation s'étaient découvertes une souplesse élastique pour éviter de dégrader des produits subprime, même quand ils commençaient à puer le rat mort. On connaît
plutôt bien la suite. Ici, la logique est pas loin d'être la même. Différente, d'accord, mais pas loin d'être la même. Si on applique les règles strictes, il faudrait downgrader non seulement Oracle, mais aussi potentiellement plusieurs autres géants techno et qui financent leur aventure IA à crédit. Donc, au lieu d'admettre que le système prend un risque gigantesque, on change la norme. Et attention, c'est pas dit explicitement, bien sûr, hein, mais c'est clair comme de l'eau de roche. Si Oracle tombe en junk, les marchés obligataires, ils vont paniquer. Et personne, absolument personne à Wall Street n'a envie d'un crash obligataire déclenché par un vieux canari boiteux à 2 semaines de Noël. Du coup, les agences préfèrent nettement arrondir les angles. Euphémisme poli pour dire « on ferme les yeux ». Après tout, c'est Larry Ellison. Et Larry Ellison, c'est comme un pote du président, il a son numéro de portable. Pendant que Meta planque sa dette dans des structures exotiques façon Donuts Investor LLC, pendant que les agences de notation assouplissent le règlement pour éviter de dégrader des bilans qui feraient frémir un contrôleur fiscal, tout le monde commence à comprendre que le vrai risque de l'IA n'est pas forcément niché dans les puces magiques de Nvidia, mais plutôt dans les infrastructures, les data centers, cette face cachée du rêve technologique où les coûts sont en train d'exploser, où les marges sont en train de fondre et où tout le monde emprunte en priant pour que le retour sur investissement arrive le plus vite possible, mais si possible avant la panne sèche de cash. On est donc pile dans cette semaine cruciale où tout le monde regarde Powell, persuadé qu'il détient le destin du S&P et ses fantasmes de 7000 points. Alors qu'en réalité, c'est peut-être Oracle qui a la main sur le gros interrupteur. Vous savez, le gros interrupteur rouge dans les films, la clac, on coupe l'électricité. Parce que si, 2 heures après le discours de Powell, Oracle annonce que tout roule, backlog solide, client au rendez-vous, OpenAI qui tient ses promesses, un ROI XXL, alors le Nasdaq réécrira les records et vous pourrez gentiment me dire que j'ai crié au loup pour rien. Par contre, si Oracle annonce un ralentissement, des projets qui vont pas super, des revenus OpenAI qui sont pas 100% garanti, alors là, ce sera accroche-toi au pinceau, j'enlève l'échelle. Non, parce que si le vent tourne mal, le marché risque de se rappeler brutalement qu'un data center, ce n'est pas une métaphore futuriste, c'est du béton, du cuivre, de l'acier, des GPU et des montagnes de cash. Et que le cash, contrairement aux présentations PowerPoint, il doit exister physiquement. La morale, Oracle n'est pas vraiment le coupable de tout ça. C'est le signal, c'est la petite lumière rouge qui clignote au fond de la salle pendant que tout le monde est en train de regarder ailleurs. Le premier domino qu'on pousse doucement pour tester la stabilité de la pyramide de l'intelligence artificielle. Le rappel que cette révolution est peut-être réelle, mais qu'elle fait transpirer n'importe quel comptable un tout petit peu trop pointilleux. Et si ce canari se met à tousser ce soir, Wall Street pourrait se demander si Michael Burry n'avait pas juste eu raison trop tôt. En résumé, aujourd'hui, Oracle divise. Pas de zone grise, 2 camps, 2 récits. Les optimistes d'abord. Pour eux, Oracle a décroché le contrat du siècle avec OpenAI, 300 milliards sur 5 ans et un backlog de plus de 500 milliards, preuve que l'entreprise revient au centre du jeu de l'intelligence artificielle. Ils soulignent bien sûr la demande colossale en cloud, des marges qui pourraient remonter une fois les investissements digérés et les taux qui sont en train de baisser. Dans cette lecture-là, Oracle, c'est l'entreprise qui vend les centrales électriques d'un monde où l'IA devient la nouvelle électricité. Les pessimistes ensuite. Alors eux, ils voient un scénario catastrophe, une sorte de dot-com 2.0, mais turbo, parce que dopé à la dette, Oracle finance sa mutation entièrement à crédit, dette record, cash flow négatif, CDS qui prennent l'ascenseur façon 2009 et dépendance risquée à un seul client, OpenAI, qui brûle du cash plus vite qu'il ne signe des deals réalistes. Ils imaginent un futur où si la demande cale ou si OpenAI décroche, Oracle se retrouve avec des infrastructures inutilisées et un bilan qui pourrait ressembler à celui de Lehman Brothers le matin du 15 septembre 2008. En résumé, les optimistes voient Oracle comme le futur grand gagnant de l'IA, les pessimistes voient Oracle comme le premier domino du crash. Dans les deux cas, une chose est sûre, dans les deux cas, une chose est certaine, Oracle est devenu l'indicateur avancé de la bulle de l'intelligence artificielle. Pour autant qu'il y ait une bulle, je veux me fâcher avec personne. Si les chiffres de ce soir sont bons, tout roule jusqu'à la prochaine fois. Mais si c'est flou, si c'est prudent, si c'est hésitant, alors Titi pourrait vraiment finir par se faire bouffer par gros minet. Changement de salle et changement d'ambiance. Hier soir, Trump était à la télé, on lui a demandé comment va l'économie, il a répondu à plus, en toute modestie bien sûr. Sauf que dans le monde réel, on vient d'apprendre que la dette
des ménages américains a atteint 5,08 trillions, avec une hausse de 9,2 milliards juste en octobre. Oui, parce que là, forcément, il n'y avait pas de shutdown. Les cartes de crédit explosent à 1,32 trillion, avec des taux à 22,8% en moyenne. Autant dire que même si la Fed baisse les taux, personne ne va le sentir. Et puis les prêts auto et étudiants, record aussi, 3,77 trillions. Depuis 2020, la dette totale a pris 994 milliards de dollars. En clair, les Américains se battent contre l'inflation en sortant la visa. Mais visiblement pour Trump, tout ça confirme une économie A+++++++. Il a même ajouté que son futur patron de la Fed baissera les taux immédiatement dès son arrivée au poste de président de la Fed. À la Maison-Blanche, le concept d'indépendance de la Fed semble définitivement rangé dans un tiroir. Bref, rendez-vous à 20h pour Powell, puis à 22h pour Oracle. Moi, je publierai une vidéo complète ce soir, tard, un combo Fed-Oracle qui servira aussi de Morning Bull demain. Ensuite, je serai off jeudi, vendredi, samedi et le Swiss Bliss sortira en mode combo avec le Morning Bull de lundi matin. La vidéo de ce soir, je vous la sortirai au plus vite, disons vers minuit, j'espère. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote, d'activer la cloche pour pas rater la publication de la vidéo, de liker cette vidéo et la prochaine, de la partager, de la commenter et de surveiller le canari. Excellente journée à tous et bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.